Seigneur, nous n'avons pas autre chose à te réclamer que de nous inspirer, de nous donner plus de réflexions nouvelles, de nous orienter vers la compréhension du ciel qui fait la grâce abonder sur notre vie. Papa, nous sommes rien, mais lorsque toi, tu nous fortifies, nous devenons plus forts. Alors, renouvelle-nous notre force, renouvelle-nous notre intelligence pour que nous puissions être avec toi parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour ce soir par rapport à notre présentation. Je voudrais seulement parler de... Je pense que à partir de quelques méthodes de répartition des ressources, c'est la dernière partie, plus la conclusion. Je suis persuadé. Oui, je suis persuadé que on va rapidement passer cela et en discuter de long en large. Donc, nous parlons de quelques méthodes et ces méthodes-là, en matière de budget et en matière de gestion du budget et de la comptabilité, il faut une méthode pérenne. Qu'est-ce que je voudrais dire? Lorsque vous êtes dans la gestion et la comptabilité, il ne faut pas choisir une méthode cette année, l'année prochaine, choisir une autre méthode. La méthode que vous choisissez cette année, au moins l'expérimenter sur 5 ans, au moins, pour voir si ça marche. Et si ça marche, c'est bon. Mais lorsque vous faites une méthode cette année et l'année qui vient en même temps, vous voulez changer, ce n'est pas intéressant. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Alors, en matière de budget, nous pouvons adopter la règle de 50, 20, 30. C'est Dr. Ben là-bas? Je crois, oui. God bless you. Cette méthode permet de calculer un pourcentage pour nos charges fixes. Donc, notre effort d'épargner et nos charges variables. Cela veut dire que on va partir sur la base de nos ressources mensuelles et on y applique les pourcentages que nous allons dérouler maintenant. 50% pour les besoins. Les besoins, c'est quoi? Les besoins sont les charges fixes obligatoires. Il y a certaines charges qui sont fixes obligatoires. Et vous allez voir que dans tout environnement, il y a certaines charges qui peuvent être fixes dans un milieu donné, mais quand vous allez dans un autre milieu, ça peut être une charge variable. Voilà. Ça dépend de la politique budgétaire et de la politique de la compilation des droits budgétaires dans le pays.
Lorsqu'on parle des impôts, il y a des impôts variables et des impôts fixes. Il y a des impôts subjectifs et il y a des impôts objectifs. C'est-à-dire des impôts qui sont liés à ton activité et des impôts qui sont liés à ta personne. Les assurances, le loyer, la scolarité, vous convenez avec moi qu'il peut y avoir une partie variable, surtout quand on parle des impôts, des prélèvements. Puisque un impôt est toujours calculé par rapport à une assiette donnée. Et l'assiette là se détermine chaque fois par la loi des finances. Donc ici, on prend en compte uniquement les dépenses obligatoires. Il n'y a pas de loisir. Tu ne peux pas inclure loisir dans ces besoins-là. Parce que si tu ne satisfais pas les besoins de loisir, tu ne vas pas mourir. Maintenant, j'applique 20% pour l'épargne. Ce qui veut dire que Dada, lorsque je gagne 100 000 francs CFA, par exemple, je dois faire l'effort d'épargner 20 000. Si je ne suis pas en mesure de le faire, je n'ai pas alors ce qu'on appelle la rigueur budgétaire. Alors que c'est la rigueur budgétaire qui fait de toi un élève qui doit réussir, un pays qui doit réussir. Nos pays, parce que nous, on sait qu'on se laisse aller dans certaines choses, que le FMI, la Banque mondiale viennent nous imposer des choses. Allô, c'est qui ça? Ça va être Dorine. Mais elle a éteint quand même son micro. Je vais voir qui c'était. Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir toi seul. La C'était Chantal. La connexion me tue. La connexion. Oh. Bonsoir, bonsoir Chantal. Bonsoir, vous allez bien tout le monde? Tout le monde va bien. Oui, bien. Et toi, Dieu ça merci. va? Ça va, tout va bien. Dieu merci. Donc, on continue? D'accord. On continue. Donc, 20% à l'épargne. Vous savez, c'est nos pays, par exemple les pays en développement, ce n'est pas pour rien que les institutions internationales comme la Banque mondiale financière, Banque mondiale, le FMI, Club de Paris, le PNUD, machin, tout ça là, on nous impose certaines choses parce que on a constaté que nous ne sommes pas en mesure d'appliquer ce qu'on appelle la rigueur budgétaire. Parce que notre politique intérieure n'est pas stable. Donc, nous aussi, pour être bons élèves, pour savoir que nous allons réussir, eh bien, il faut chercher à appliquer 20% ici pour être le quota de l'épargne. Et maintenant, utiliser... Allô? Oui. J'ai dit, comment tu vas? Oh. Oui. C'est qui ça même? C'est qui? C'est qui même? Il faut éteindre alors le micro. 30% pour les envies, c'est-à-dire les sorties
la décoration, mais aussi l'alimentation. Lorsque vous mettez aliment avec les sorties, il faut avoir une rigueur pour limiter un peu les sorties. Donc, avec cette méthode 50, 20, 30, cela impose plus de rigueur. Parce que c'est avec les 20% là, par exemple, c'est avec ça que tu vas envisager l'entrepreneuriat. Dans ton budget, même si tu gagnes 10 €, il faut que on constate que à la fin de chaque période, il y a au moins 1 € quelque part qui est caché. Tu peux être en train de mourir, tu ne touches pas. Ouais, mais si c'est 10 €, parce qu'on doit être assidu, ça va être 2 €. Hein. Si on fait 1 € là, on descend sur 10%. Voilà. donc 2 € quand on est dans cette méthode-là. 2 €. Voilà. Mhm. Ça, c'est la méthode, la règle 50, 20, 30. 20, 30. Mais lorsque je choisis la règle 20, 20, 30, 30, alors cette règle va consister à créer 4 groupes de dépenses, de charges. Charge 1, 2, 3, 4. Et affecter respectivement les pourcentages 20, 30, 30. Voilà un tableau et que tu définis ces différentes charges que tu mets dans le tableau. Quand je prends par exemple le premier groupe, loyer, hygiène, eau, électricité, je mets 20%. Donc, lorsque je suis dans un appartement ou je suis dans une maison louée et que ces charges-là dépassent 20%, alors je dois tout faire pour chercher un autre appartement. Cela veut dire que je ne suis pas dans ma classe. Moi, j'aime beaucoup l'identification de ta classe sociale. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose, toi aussi, tu vas nécessairement faire. Si tu connais ta classe sociale, le singe a dit que s'il avait de bonnes mains, il va boire aussi de bonnes sauces. Mais comme il n'a pas de bonnes mains, il n'arrive pas à boire de bonnes sauces et il n'envie personne qui boit sauce. C'est pourquoi si quelqu'un dit, je tire sur toi, pow, pour te tuer là, le singe dit que ça ne le dit rien. Mais celui qui crie à côté, que c'est moi qui vais manger la cuisse, ça l'énerve trop. Donc, la charge 2, il y a nourriture et les aides aux parents, les aides collatéraux, collatérales, ainsi de suite, 20%. Troisième charge, il s'agit de transport, téléphone, loisirs, scolarité, habillement, santé, 30%. Et la quatrième charge, c'est épargne, investissement, enfants, entretien. Mais cette règle-là
ne nous offre pas trop de mécanismes d'épargne contraignants. Parce que lorsque nous prenons épargne et investissement, on peut mettre les deux ensemble parce que c'est épargne qui évolue pour être investissement. Mais quand on met enfant et entretien là, si tu veux nécessairement faire épargne et investissement, tu mets l'accent là-bas. Cela veut dire que tu risques de négliger certains besoins de tes enfants. Alors, c'est une règle qu'on peut critiquer. La règle 50-40-10. Cette règle-là nous impose des revenus aux charges fixes indispensables que nous allons affecter 50%, 40% aux charges variables et 10% pour l'épargne. Cela offre également une rigueur pour au moins réserver 10% pour l'épargne. Donc, cette règle a pour avantage de contraindre celui qui l'applique à l'épargne. Comme toutefois la première règle. Nous allons voir une autre règle. La règle 50-50. Pour la règle 50-50, c'est encore une autre règle qui ne va pas nous donner plus d'opportunités pour mieux cerner ce qu'on appelle l'épargne. Cette règle consiste à répartir les charges en deux catégories, tout simplement. Les charges fixes et les charges variables. Ainsi, 50% sont affectés aux charges fixes et 50% aux charges variables. Vous voyez un peu le danger qu'il va avoir ici. C'est à condition que si un excédent est dégagé dans l'une ou autre rubrique, il est réservé à l'épargne. Si ça ne dégage pas. Ce qui fait que cette règle 50-50, puisque ce sont des règles communément définies que les gens appliquent dans le ménage, dans le foyer. Donc, avec cette règle, il est difficile de réaliser une vision. Parce que c'est l'épargne qui réalise la vision. Voilà un peu les 4 règles que nous avions répertoriées dans le cadre de cette formation. Maintenant, nous venons à notre longue conclusion. Y a-t-il quelques interventions sur les différentes règles là? Puisqu'on voulait établir le budget pour pouvoir épargner. Le but, c'est de voir à peu près ce qui va rentrer, ce qu'on peut épargner. Est-ce que c'est encore aussi important d'appliquer la 4e règle, 50-50? Parce que la règle 50-50, là, telle qu'on le connaît, on n'arrive jamais à épargner. On n'arrive Justement, pas.
justement, si on veut se donner une rigueur, on ne va pas utiliser cette règle. Alors que le budget, l'objectif du budget, c'est de pouvoir mieux cerner et gérer ses dépenses et ses recettes. Oui, mais dans notre domaine ici, oui, dans l'entreprise familiale, le budget, ça doit nous aider aussi. Oui, à épargner. À épargner pour pouvoir créer notre entreprise. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis, dans notre cas, est-ce que la 4e règle, là, c'est pas vraiment pour nous, quoi? Tout à fait. Mais... Parce qu'il faut qu'on soit rigoureux aussi. Tout à fait. Mais comme c'est aussi une règle qui existe dans le canevas du budget familial, il faut quand même le faire savoir. OK. Parce que dans la gestion du budget familial, il y a des normes internationalement reconnues. Et par rapport à ces normes-là, c'est pourquoi on décline la répartition des charges en ces 4 groupes, en ces 4 règles. Maintenant, quelqu'un qui veut évoluer avec l'assertion si, parce qu'on dit que si un excédent, tu n'es pas certain. Alors que pour le budget, il faut être certain, il faut se décider. Raison pour laquelle on va analyser cette règle 50-50 là, de ne pas approprier pour plusieurs ménages. Mais il ne faut pas l'imposer pour dire que personne ne doit faire ça. L'essentiel est que nous sachions que ça existe. Donc, voilà un peu ces règles. Donc, il n'existe que ces 4 règles, pas autre chose. Il peut y avoir des ramifications, mais de façon conventionnelle. Parce que en matière de gestion budgétaire, quand tu prends budget de l'État, budget familial, budget d'une banque, budget d'une institution, budget d'une ONG, budget d'une association, chaque domaine a des normes internationalement reconnues. En matière de conception du budget, pour que lorsque les contrôles, parce que le fisc, les impôts peuvent atterrir, peuvent venir contrôler votre budget parce qu'il y a des charges là-bas qui supportent certaines taxes. Si tu fuis ces charges-là, on demandera d'abord quelle méthode tu es en train d'utiliser, quelles règles tu es en train d'utiliser. Et c'est par rapport à ces règles-là qu'on pourra juger de la fiabilité, l'honnêteté dans le paiement des impôts. Par exemple, chez vous en Europe, il y a ce qu'on appelle impôt sur les fortunes. Oui. Voilà. Impôt sur les fortunes. Mais comment on peut apprécier la fortune d'un individu, d'une famille? On ne parle pas de la fortune de l'entreprise, mais on parle de la fortune de toi, l'individu. Tu es immensément riche, tu es fortuné,
on sait comment tu gères tes dépenses. On doit s'assurer de la méthode que tu utilises. Mais si on ne s'assure pas, c'est là où le fisc, on parle pour entreprises individuelles de IMF et de TPU. C'est-à-dire impôt minimum forfaitaire. Et là, on vient seulement analyser ton niveau de vie. Tu peux dire qu'il n'y a rien, que, bon, toute l'année, tu n'as aucune ressource. Tu peux le dire parce que nous sommes dans des systèmes de déclaration de tes revenus. Tu peux le dire que tu n'as rien. L'État fait confiance. Il n'y a pas de problème. Mais l'État a aussi la possibilité de tourner autour de toi et voir dans quelle école sont tes enfants, dans quelle voiture tu roules, et quel est ton train de vie, la consommation de ton électricité, là, la consommation d'eau. On sait qu'un individu comme ça qui ne fait pas trop d'activités, on sait à quel quota il peut vivre. Mais si tu dis que tu n'as rien, apparemment, tu n'as rien, mais au même moment, tes enfants sont dans une école très chère. Ils sont 2, 3, 4, 5. Même si c'est 1, si c'est 2. Ils sont dans une école très chère. Et on n'a pas appris qu'on a renvoyé l'enfant là-bas pour des frais de scolarité. Tu payes. La voiture dans laquelle tu roules, tu dis qu'il n'y a rien. Mais voilà, avec Rama, avec Rolls-Royce, tu roules, tu vas, tu viens, tout le monde voit. L'État, prenant ces indices, va te taxer. Ah oui? Parce qu'il y a la preuve que tu es en train de mentir. Mais lorsque tu leur montres une comptabilité budgétaire de ta famille claire, les impositions vont également prendre cela en compte. Vous savez, il y a eu un exemple chez nous ici, une femme fait des affaires. Mais tu ne vas jamais voir son magasin gros quelque part. Elle a mis magasin très loin et elle a beaucoup de commandes. Et au niveau des impôts, elle paye impôt minimum forfaitaire de 80 000 francs l'année. Est-ce que vous vous rendez compte que la brigade des impôts, après des enquêtes, a donné amende de 240 millions à cette dame-là? Wow. 240 millions. Et tenez-vous bien, elle a immédiatement signé un chèque de 160 millions. Wow. Pour payer d'abord et payer et échelonner le reste. Wow. Et t'imagines, l'État là, oh, il faut faire attention. Quand l'État veut avoir des informations sur toi là, c'est facile. Hein?
tu ne peux pas te cacher. C'est pourquoi, lorsque toi-même, tu te soumets déjà à une rigueur donnée, une rigueur budgétaire, et quand on veut venir s'ingérer dans tes affaires, et tu montres tout simplement, ah, voilà mes activités, les choses sont claires. On ne va pas imaginer ton train de vie et venir t'imposer quelque chose. Un citoyen, c'est un citoyen. Et un citoyen, l'État a son droit de regard. Si tu mens, l'État a la force publique. La force publique, personne ne peut s'imposer. Voilà, c'est la raison pour laquelle, dans toutes ces choses, on essaie de définir des règles, des canevas, quand il s'agit d'une entreprise individuelle, quand il s'agit d'une association, quand il s'agit d'une institution de microfinance, quand il s'agit d'un établissement de crédit, quand il s'agit d'une ONG, ainsi de suite. En matière budgétaire, des normes sont préétablies. Et quand tu veux être dans une catégorie, c'est pour cela que lorsque tu veux créer une entreprise, on te pose tant de questions. C'est quelle catégorie d'entreprise tu veux créer? C'est pour savoir comment te suivre et payer pour payer les impôts. God bless you. Je viens vers ma longue C'est conclusion. ça qu'ils m'ont demandé aujourd'hui. Et t'ont demandé des choses. Oui, mais je ne savais pas quoi répondre. Il y a des questions qu'on va te poser. Tu vas dire, mais pourquoi on me demande ces choses-là? Mais on doit te demander. Tu évolues sur un territoire donné et le territoire a ses lois. La force publique, l'État, c'est nous. L'État, ce n'est pas les autres. L'État, c'est toi, c'est moi. Et c'est nous tous qui allons contribuer de façon sincère. Alors, il faut mettre des règles en place pour que chaque catégorie d'institutions, de personnes puisse respecter les lois là-bas. Quand moi, par exemple, on dit que lorsque tu dépasses 60 ans, au Togo, tu ne paies plus taxe d'habitation. Là, cette taxe-là ne te concerne pas. Lorsque tu es femme, lorsque tu es jeune, il y a également des mesures incitatives au Togo. Et il faut que tu sois dans la catégorie là pour bénéficier des avantages qui sont en véritable lien avec le fisc. Ta contribution à l'État, au budget de l'État. Alors, conclusion. On peut aller? Oui. Donc, Oui. allô? On peut aller. Donc, une méthode, des outils et un peu de persévérance. Tout cela permet à tous ceux qui le souhaitent
de gérer précisément leurs ressources familiales au jour le jour et tout au long de l'année. Quand tu te donnes une rigueur, quand tu te donnes des règles à exécuter chez toi, il faut que tu sois serein et sérieux avec ces règles-là pour gérer ton budget. Donc, gérer son budget peut paraître parfois laborieux. Souvent c'est ça. C'est difficile. Pour gérer le budget familial, tu ne peux pas exclure des tensions familiales. Hein. Il faut savoir maîtriser les tensions familiales. Et de passage, je dois dire ici que souvent, former un couple, par exemple, un gestionnaire qui forme un couple avec un juriste, c'est des couples qui ont souvent des problèmes. Bien sûr. C'est des couples qui ont souvent des problèmes interminables. Alors, lorsque la profession agit beaucoup sur ton couple. Quelle étude ton conjoint, ta conjointe a faite? Ça s'appelle déformation professionnelle. Tu es dans une psychologie, ta fonction, ta profession te met dans une déformation qui ne te permet pas de comprendre l'autre. Alors, c'est indispensable pour toujours de connaître la situation financière réelle et prendre son argent et son avenir en main. C'est là où c'est toujours souvent difficile. On a différentes appréciations d'aujourd'hui et de demain. Quand les deux couples, les deux dans le couple, n'ont pas la même appréciation d'aujourd'hui et de demain, ça devient compliqué. Mais un couple normal, la femme apprécie plus aujourd'hui et l'homme apprécie plus demain. Et il y a alors des séances de rapprochement. Est-ce que ton aujourd'hui là, on ne peut pas faire ça? Mais est-ce que toi, ton demain là, on ne peut pas faire ça? Et il y a conciliation. Donc, gérer un budget demande suffisamment de la rigueur, de la discipline et surtout la capacité de faire des choix difficiles. Des choix difficiles. Je répète, un choix difficile. Parce que quelquefois, le choix que vous faites là, ça grignote le droit de quelqu'un. Soit la femme ou soit l'homme. Parce que la vision de la femme est beaucoup plus axée sur aujourd'hui, plus sur le quotidien. Mais la vision de l'homme est beaucoup plus axée généralement sur demain. C'est pourquoi souvent quand ton enfant n'est pas bien habillé, c'est la femme qui s'en occupe, qui est plus inquiète. C'est la femme qui est plus inquiète comme ça. Mais l'homme, généralement, ce n'est pas son problème. Généralement, c'est quand
l'enfant va à l'école et revient, l'enfant amène le résultat. Quand ça ne va pas là, l'homme est plus préoccupé de cela. Donc, voilà un peu, à plus forte raison, quand le revenu est très limité, les tensions deviennent plus, plus constatées. En tout cas, quoi? Avec ce que vous venez de dire. Oui. C'est des réalités. Bien sûr. Dans la majorité des cas. Mais la tendance peut se renverser. Mais quand la tendance est renversée là, ce n'est pas bon pour le couple. Lorsque la femme passe au lendemain, le monsieur en même temps, ou bien oui. quoi? Et quand la femme pense plus au lendemain, et c'est le monsieur qui pense trop au quotidien. Là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un couple catastrophique. Et si les deux pensent au lendemain? Et si les deux pensent au lendemain, et si les deux au lendemain? Cela veut dire que même vos enfants vont subir. Si les deux, si les deux pensent trop au lendemain, les enfants ne seront jamais propres, présentables devant un public. Si les enfants peuvent être présentables, mais ne doivent pas avoir les trucs à la mode à chaque fois. Oui, ce que je dis là, parce que quand on se préoccupe trop du lendemain, lorsque même tu portes un habit et qu'il n'y a pas un bouton quelque part là, il est difficile de... On s'en fout. Il est difficile de... Là, ça, c'est grave. C'est pourquoi souvent, quand l'homme s'habille, c'est la femme qui apprécie. C'est difficile à l'homme. C'est la femme qui regarde. Voilà. Ouais, c'est la femme qui regarde si tout est en ordre. Voilà. Alors que l'homme... Et c'est ça qui est querelle dans certaines familles. Parce que la femme a porté quelque chose pensant que l'homme va apprécier, mais l'homme ne dit rien. L'homme ne dit rien et ça fait problème. Et c'est pourquoi lorsqu'on est dehors et que l'homme tourne le regard 2 fois pour regarder une femme là, je sais. C'est pour cela que moi j'ai porté, tu ne m'as pas apprécié. Et il y a déjà problème. Tout ça là sont des appréciations du lendemain et du présent. Et c'est des rôles très bien partagés par Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, Adam, lui, travaillait, mais Ève se promenait et regardait les bons fruits. Vous appréciez ce qui est là et elle regarde jusqu'à aller apprécier. C'est difficile, mais c'est comme ça. Donc, cette rigueur conduit à la bonne gestion. Les règles que nous avions établies et tout ce que nous avons déjà fait contribue à la rigueur dans la gestion. Et quand on parle de rigueur, ça, vous rentrez déjà dans ce qu'on appelle la gouvernance, la bonne gestion. C'est plus rigoureux. Alors, je viens à cette déclaration de Colin Powell. Colin Powell qui dit « Il n'y a pas de secret pour la réussite. Si quelqu'un veut te
t'enseigner secret pour la réussite, il faut réfléchir par 1000 fois. La réussite est le résultat de la préparation, de travail assidu et d'apprendre à ses propres échecs. Tu ne peux jamais dire que tu vas réussir et que toi, tu n'as jamais d'échec. Les échecs corrigent plus. Quelqu'un peut te conseiller, tu peux accepter ou tu peux ne pas accepter. Mais quand l'échec vient, quand tu es conscient avec toi-même, l'échec t'apprend beaucoup de choses. Colin Powell. Donc, on va parler des petits conseils pour bien démarrer. J'ai encore ça là, je vais en même temps corriger pour mettre même 2024. OK. Donc, je dis quelques conseils. Oubliez les résolutions de nouvelle année. Lorsque, si vous essayez, si on essayait quelque chose de nouveau, parce que l'année qui finit, quand je prends 2023, qui serait en train de finir, j'avais adopté une méthode. Je dois parler de nouvelles résolutions si j'ai eu des échecs. Il faut alors faire des projets. Faites des projets. Apprenez de vos erreurs. Parce qu'il y aura toujours erreur. On apprend. Il faut toujours garder le sourire dans le couple. Si les erreurs sont là, ou bien des tensions, des trucs viennent, et que tout le monde se met dans une tension donnée, vous créez des problèmes là où il n'y en a pas. Il va y avoir des erreurs, mais gardez quand même le sourire. Si quelqu'un tombe, l'autre doit le relever. Prenez soin de votre sommeil. C'est très important. Parce que la plupart des solutions que nous avons dans le couple lorsqu'il y a un problème, c'est dans le sommeil que Dieu vient nous présenter ça. Il faut prendre soin du sommeil. Sachez vous entourer. On ne fait pas chemin avec tout le monde. Si on veut être un bon gestionnaire de son budget familial, il faut éviter certaines compagnies. Tu es entouré de qui? Les incompatibilités existent. N'importe quel ami ne vient pas. On ne fait pas amitié avec n'importe qui. Il y a toujours des exemples qui sont là, mais je tais. Je vais taire ça. Se faire plaisir de temps en temps, quand il y a quelques moyens, se faire plaisir dans le couple, ça consolide et cela fait en sorte que vous allez dominer
certaines tensions. Si on exclut carrément le plaisir, cela veut dire qu'on ne peut pas avoir des réconciliations sur des points donnés. Alors, par rapport à ces points-là, nous devons savoir que la bonne gestion, c'est planifier, c'est organiser, c'est diriger, c'est coordonner. Et c'est donc de faire quoi? Il y a un personnage de l'école classique. L'école classique, qu'est-ce qu'on appelle l'école classique? L'école classique est née du changement de la mentalité des ouvriers agricoles en ouvriers industriels. Ça, c'est ce qui a donné lieu à ce que nous appelons l'école classique. C'est pendant cette école classique, à l'orée du XXe siècle, que Henri Fayol va définir l'administration de cette manière-là. De planifier toujours avant d'organiser, de diriger, de contrôler. On peut insérer quelque part, quand on dirige, il faut coordonner. Alors, avoir une bonne rigueur, toujours. Se fixer des priorités financières. Nous avons besoin de se fixer ces priorités financières. Lorsque nous nous donnons une rigueur dans la gestion de nos ressources. Il faut avoir une vision globale d'abord, avant de parler des visions spécifiques. Ensuite, la décliner en action. C'est comme ça qu'on fait les projets. Quand on parle de vision globale, on se fixe, par exemple, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que nous devons faire? Quels résultats nous voulons obtenir au bout de 5 ans? Vous savez, tout ce que je fais aujourd'hui, je retourne toujours pour regarder ma vision. Lorsque j'ai fait le leadership et gestion des compétences en 2005 au Singapour, on nous a obligés d'écrire, de faire notre vision. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, si Dieu te donne vie, 30 ans, 40 ans. Et curieusement, on a écrit. Moi, j'ai écrit beaucoup. Et tout ce que, par exemple, je fais aujourd'hui, que ce soit en ligne, que ce soit les livres que j'ai écrits, que ce soit tout ça là, je les avais écrits en 2005 avec des échéances. Et à chaque fois, je retourne pour regarder ce que j'avais écrit et présenté à Dieu. Qu'est-ce qui reste, je n'ai pas encore fait. À chaque fois, je revisite ça. Maintenant, lorsque j'ai cette vision globale, il me faut transcrire cette vision globale en vision spécifique. Et quand c'est vision spécifique, cela permet de faire des budgets annuels. Et lorsque je fais ce budget annuel, il faut décliner cela maintenant en des actions. Les actions seront déclinées en activités. Et c'est les activités qui vont servir à être vraiment chiffrées
et on dit que tu es en train de faire projet. Il faut avoir des objectifs bien précis. Quand tes objectifs ne sont pas précis, on ne peut pas avoir des objectifs comme ça, vagues. Nous avions déjà vu que les objectifs soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables. Ne pas être dispersé. Il ne faut pas disperser ces ressources, disperser les idées. Il faut que les idées soient concises. Il faut se comporter comme l'aigle. Tout le monde sait comment l'aigle se comporte. Qui peut nous parler de l'aigle un peu ici? Qu'est-ce que l'aigle fait? Qui peut nous parler un peu de l'aigle? Personne? Se comporter comme l'aigle. Au moins, il faut vous inspirer de Isaïe 40, verset 30 et 31. Au moins, parler de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a écrit. Oui. Personne ne veut nous parler de l'aigle? Il y a quelqu'un qui a écrit. Quelqu'un a écrit. Quelqu'un qui a écrit quoi? L'aigle. L'aigle. L'aigle, ouais. Oh, ok, tu peux parler. Dorine parle. On t'écoute. Dorine, on t'écoute plus. Tu voulais parler, non? Oui, il y a quelqu'un qui a écrit parce que papa est online. Oui. Ah bon, nous, on croyait que tu voulais expliquer. Se comporter comme l'aigle. L'aigle. Il faut dire que l'aigle Papa défend son territoire. Ça, premièrement. Ça, on le sait. Que l'aigle, comment on va dire, c'est un oiseau qui vole très haut. C'est ça. Il vole très haut. Et ce qu'on sait aussi de l'aigle, mais je veux prendre ma Bible pour lire, mais je ne vois pas ma Bible. C'est pas grave. Tout ce qu'on sait de l'aigle, l'aigle est une espèce, vraiment si on veut être comme l'aigle, les hommes peuvent être comme l'aigle, les couples vont réussir parce que l'aigle c'est un animal monogame. La personne écrit quoi? Non, il faut laisser. La personne écrit quoi? L'aigle. Là, on peut lire ce que la personne a écrit. Attends. L'aigle Moi aussi, je veux lire. observe sa proie. Ok. L'aigle observe sa proie, c'est vrai aussi. Et l'aigle aussi, c'est un animal, on a vu à la télé, on a fait un documentaire, c'est un animal monogame qui peut vivre avec sa femme toute sa vie entière. L'aigle ne cherche pas de gauche à droite, non. Il est concentré sur ce qui... On dit des fois que l'aigle, des fois, est concentré sur sa proie.
Pour nous, par exemple, dans notre domaine maintenant, pour des projets, il faut qu'on soit concentré comme l'aigle, je peux le dire. Concentré sur ce qu'on veut faire. C'est ça. C'est ça. L'aigle. Qu'est-ce que le révérend voulait nous rajouter? L'aigle, ce que vous venez de dire est bon, c'est par rapport à ses actions. Par rapport à l'aigle même. L'aigle n'est jamais vieux. L'aigle n'est jamais vieux. L'aigle est toujours jeune. L'aigle s'applique trop de discipline. Lorsque l'aigle se retrouve, par exemple, faible, c'est-à-dire, l'aigle voit que ses ongles ne peuvent plus bien tenir. Son bec ne peut plus vraiment fonctionner. L'aigle va voler et aller sur la montagne la plus élevée de son milieu, là où aucun autre oiseau ne peut venir là-bas. Et la première chose que l'aigle va commencer à faire, l'aigle va se déplumer. L'aigle va utiliser son bec là parce que ses plumes ne lui permettent plus de voler plus rapidement et autres là. L'aigle va utiliser son bec pour se déplumer jusqu'à finir. Plus de plumes. Et après avoir fini, l'aigle va utiliser son bec et cogner la pierre jusqu'à ce que le bec aussi là s'enlève. L'aigle va utiliser son pied, cogner la pierre jusqu'à ce que ces griffes là s'enlèvent. Et l'aigle va faire jeûne minimum 21 jours. Quand il pleut, la pluie va le frapper. Quand il est chaud, l'aigle va rester là-bas jusqu'à ce que ses plumes ressortent, ses becs se reforment, ses ongles se reforment. Et quand il finit là, l'aigle a la qualité, quand l'aigle fait comme ça, ses yeux se rajeunissent en même temps. L'aigle peut trouver sa proie à plus d'1 kilomètre. L'aigle peut très bien voir pousser là, même par terre. Il va bien voir. Et l'aigle ne rate pas sa cible. Parce qu'il se donne une discipline. Il se donne une rigueur. L'aigle ne va pas se mêler à n'importe quel oiseau. Les oiseaux peuvent se faire compagnie. Mais l'aigle ne peut jamais être ami d'un oiseau. Il va toujours les chercher à dévorer. C'est-à-dire, l'aigle a tellement de qualités. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force comme l'aigle. Ils se rajeunissent. Ce n'est pas comme ça dans l'air. C'est une discipline que l'aigle même se donne.
Quelqu'un qui veut réussir le budget familial, il y a des disciplines qui sont là. Il y a ce qu'on appelle être persistant dans le travail. Parce que l'objectif, pour atteindre l'objectif, l'aigle ne rate pas ses objectifs. Et quand on est comme l'aigle, il y a beaucoup de choses à se dire. Un peu, il y en a beaucoup, mais je dis ça. Il faut se comporter comme l'aigle. L'aigle ne viendra jamais picorer des graines par terre. L'aigle va venir attraper son animal et manger. L'aigle n'est pas comme une poule bien coque, non. Non. Et l'aigle n'a pas peur. L'aigle ne développe jamais la peur. Quand l'aigle voit un anaconda, ça, il soulève, mais les animaux, ah ouais? Les animaux qui sont plus lourds que lui, mais il le soulève, je ne sais pas comment il fait. Ouais, on doit apprendre beaucoup de l'aigle, vraiment. Il faut apprendre de l'aigle. Et quand on veut entreprendre, il n'y a pas un animal qui se donne discipline plus que l'aigle. Il n'y a pas un animal qu'on a connu qui fait le jeûne. Mais il y a aussi, lorsqu'on veut aller faire un travail d'équipe, il faut ressembler aux oiseaux migrateurs. Vous connaissez les oiseaux migrateurs? Est-ce que vous savez que les oiseaux migrateurs font le tour du monde chaque année? Oui. Oui. On avait posé des caméras à leur pattes là. C'est impressionnant. Voilà. C'est impressionnant. Et eux aussi, ces oiseaux ne vont jamais de façon solitaire. Ces oiseaux... Mais l'aigle est plus solitaire. Bien sûr. L'aigle est plus solitaire. Ça, c'est un leader qui n'a pas trop de collaborateurs. L'aigle. Mais les oiseaux migrateurs, c'est des oiseaux qui ont besoin tellement de collaborateurs. Il n'y a pas un seul leader là. On se définit. Les leaders se changent. Tout le monde peut être leader. Là-bas, oui. Parce qu'un vole, l'autre presse derrière, après l'autre au milieu. Ainsi de suite. C'est intéressant. Impressionnant quand même. La fois dernière, on parlait de ces oiseaux migrateurs qui sont venus au Togo. Et vous allez voir qu'il y a même des gens qui ont affiché le drapeau de leur pays sur l'oiseau migrateur. Wow. Oui. On voit certains oiseaux qui ont le drapeau de tel pays, drapeau de tel pays, drapeau de tel pays. Et quand vous allez observer la même période l'année prochaine, vous allez encore les retrouver revenir. Oui. Vous voyez. Donc, tout ça là sont des signes pour lesquels les enfants de Dieu doivent apprendre. Quand la Bible même dit, ressemblez à l'aigle, soyez prudents comme serpent. Et allez apprendre chez la fourmi. Quand on a des choses comme ça, il faut réfléchir.
par 1000 fois, mais nous savons qu'on peut prendre l'image de l'aigle et déposer quelque part que nous sommes aigles. La Bible n'a pas dit de devenir aigle, mais la Bible a dit de faire comme aigle. Comme aigle. Alors, il faut clarifier ses ressources selon sa vie. Tes ressources doivent être clarifiées selon ta vie. Il ne faut pas que quelqu'un vienne t'imposer quoi que ce soit. C'est à toi-même de clarifier ça. Et il faut chercher activement et licitement les ressources. Pourquoi nous disons activement et licitement? Parce que on peut te poursuivre. Tout ce que tu as comme ressource qui atterrit dans ton compte bancaire, la banque a le droit de savoir d'où vient ça. D'où ça vient. D'où ça vient. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mécanismes pour blanchir l'argent sale. Et l'argent sale alimente le terrorisme. Oui. Pas seulement. Vous allez constater que il y a certaines activités. Ces activités-là, il faut nécessairement comprendre que ces activités sont là pour former écran au blanchiment d'argent sale que vous avez derrière. Vous allez voir les machines à sous, là, par exemple. Des gens peuvent gagner. Mais le lendemain, vous allez les voir aller faire des versements à la banque. Vous dites oui ou non, c'est comme ça se passe. Moi, pour avoir, par exemple, géré et contrôlé quelques stations d'essence, tu ne peux pas avoir une station d'essence et être honnête et ne pas avoir une activité là, louche derrière. Tu vas fermer ta station. Tout ça là, également, sont beaucoup de moyens de blanchiment d'argent sale. Il y a même ces choses-là au niveau des États. Quand on dit que les terroristes ont pris otage quelqu'un, quoi là. Tout ça là, chacun ils se comprennent. Effectivement. Ah oui, ils se comprennent. Quand on parle de rançon, de machin là. Ah ouais. On ne sait pas comment c'est fait. On perd des millions. On ne les attrape jamais. On ne peut pas les attraper. Des gens bien organisés. Très bien organisés. C'est quand toi, on t'envoie et tu veux devenir malin, plus que ceux-là qui t'ont envoyé, c'est en ce temps que toi, tu vas payer le prix et aller en prison. Parce que chaque fois que les gens ont ces histoires de drogue, de quoi, on peut dire que on les a attrapés, on a pris cargaison de quoi là. Il suffit de savoir au nom de qui celui-là opère. Et ils s'entendent. Mais si tu vas vouloir te défendre et dire que non, ce n'est pas toi-même, c'est
tu as alors des problèmes. Donc, c'est des gens très, très fouillés. Très, très, très fouillés. Mais, et si c'est pas toi qui me parlais de la fille qui a guitare là. Ouais, c'est moi qui racontais l'histoire là, je me Voilà. rappelle. Mhm. Tout ça là, ils savent. Bien sûr. Et si même elle-même peut prendre ça, on peut l'attraper. Mais si c'est de connaître l'origine de la chose, on peut faire beaucoup. On la laisse, Quand elle on la reste laisse partir. Ah oui, oui. Mais comme toi, tu vas te mettre à être un don juan et chercher Ouais, c'est par ça. partout là. Tu vas, tu vas payer Tu le vas prix. payer le prix, c'est bien sûr. Donc, il faut chercher activement et licitement les ressources. C'est vrai que l'affaire de licitement qui m'a amené à faire ce développement. Choisir un mode de vie et de consommation durable et raisonnable en tenant compte de sa personnalité et de ses besoins spécifiques. Il faut éviter les effets de mode. Mode, surtout de mode. Faut Nous, les éviter. femmes. Et Quand tu veux vraiment réussir le budget familial et être dans la rigueur, là, il faut éviter les effets de mode. Il faut comprendre correctement tes habitudes de consommation. Il faut comprendre sa propre personnalité. Il faut être raisonnable dans tout ça là. Connaître ses besoins spécifiques. Si on a ces connaissances, cela veut dire que on peut éviter les effets de mode. Le problème de mode est terrible. Lorsque nous administrons le management de la production, lorsque nous enseignons le marketing, le ciblage et le positionnement des produits, quand vous pensez à la mode, il y a plus d'effets spirituels en dessous. Toi, tu vas dire que, oh, que c'est maintenant, que c'est comme ça, c'est parce que la chose est conçue et déjà, on a déjà vendu ça à vos âmes. C'est pour cela que quand ça sort, tout le monde court derrière. Lorsque toi, tu ne veux pas le faire, tes amis, tes collègues vont se moquer de toi tellement jusqu'à ce que même si tu veux aller faire crédit pour l'avoir, tu vas l'avoir. On va dire que, ah, lui, il est toujours dans l'ancien truc là. Hein? Et c'est grave. Il faut examiner l'opportunité d'engager une dépense qui n'est pas indispensable. Surtout, la majorité des femmes ne trouvent pas l'argent. Le besoin est en même temps créé. C'est-à-dire, l'argent n'a pas de couleur, quoi. Que le besoin existait ou le besoin n'existait pas. Une fois qu'on a trouvé l'argent là, le besoin est là. ouais. Là, on cherche les besoins. Ah, voilà, rapidement. Et il faut examiner
le portefeuille et savoir qu'est-ce qui est indispensable pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que si je n'ai pas cette manière d'apprécier les dépenses du foyer, je ne peux pas être dans la rigueur budgétaire. Il faut alors faire des dépenses utiles et économiques. Ça, dépenses utiles, dépenses économiques. Il y a ce que nous appelons en économie l'utilité économique et l'utilité marginale. Est-ce qu'il peut nous parler un peu de ça? Utilité économique. Utilité économique, utilité marginale. C'est quoi encore l'utilité économique? Est-ce que l'utilité économique, c'est... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je voulais dire autre chose. Est-ce que l'utilité économique régénère tout le temps un profit? Non. 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 L'utilité économique en matière de besoin. Attendez. En matière de besoin. Ça, je suis un peu perdue. Voilà. J'ai oublié un peu. On a fait le cours, hein, j'ai oublié. Vraiment. Vous allez... Non, en matière de besoin, ou bien en marketing, non, en matière de besoin. Okay. En matière de besoin. J'ai oublié un peu. Est-ce qu'on l'avait fait? Non. Pas encore. C'est pourquoi, bon, je vais te mettre sur une piste. Pourquoi quand vous allez dans les hôtels, il est difficile de trouver les grandes bouteilles de bière et ce n'est que les petits modèles. Pourquoi on en consomme plus? Non. L'utilité économique n'est rien d'autre que lorsque, par exemple, j'ai soif. Réellement, j'ai soif. Quand j'atterris auprès de l'eau, le premier verre, là, ça s'appelle l'utilité économique. Donc, c'est fait par rapport, en fonction de ce que j'ai vraiment besoin. Voilà. Ce qui satisfait ton besoin. Lorsque je prends, j'ai besoin de prendre la bière, par exemple, pour le général comme ça. J'ai besoin de prendre la bière. Mais est-ce que j'ai besoin de prendre 2, 3, 4, 5 verres? Non, normalement, non. Voilà. Quand je prends un verre, j'ai déjà satisfait le besoin de prendre la bière. Normalement. Normalement. Le premier verre que je prends là, ça, c'est ce qu'on appelle l'utilité économique. C'est-à-dire, cela te permet de satisfaire déjà le besoin. Et d'ailleurs, la sensation, c'était d'ailleurs, lorsque tu prends le second verre, tu n'as plus la même sensation. Troisième verre, quatrième verre. Au fur et à mesure que tu prends encore davantage, tu tombes dans ce qu'on appelle l'utilité marginale. Tu n'en as pas besoin. Marginale, oui. Tu as déjà satisfait ton besoin. Lorsqu'on fait des dépenses
utile. Donc on peut dire l'utilité marginale est, est l'utilité qu'on tire de la consommation d'une quantité supplémentaire. Supplémentaire. Royawa. OK. C'est ça, supplémentaire. Maintenant, ça vient doucement, doucement. Voilà. Mais ça fait longtemps qu'on a fait le cours là. Ferrand, plus de 20 ans. En réalité, ce sont des cours qui ne sont pas des cours comme ça en l'air, mais c'est la vie quotidienne. Normalement. C'est la vie quotidienne, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la vie quotidienne. Mais on ne nous, à l'école, par exemple, on ne nous explique pas comment ça s'applique à notre vie quotidienne que nous oublions. À notre vie quotidienne. Ça, on ne nous l'a pas vraiment dit. Donc, c'est pour cela que c'est dans ce contexte que, en matière d'entreprise, il y a toujours un coût. Le coût de l'activité que tu mènes, il y a le coût complet, le coût marginal, le coût économique. Tout ça là joue, rentre en jeu. Et les coûts rentrent dans ce qu'on appelle l'utilité économique. L'utilité économique, là, je fais des dépenses utiles et des dépenses économiques. Ouais. Je ne vais pas me mettre... Et là même, on calculait même l'utilité marginale en microéconomie, quelque chose comme ça. Voilà. Qui est X ou bien UM, quelque chose comme ça, des trucs bizarres là. Maintenant, ça vient. Ça vient lentement. Heureusement, mon prof n'était pas ici. Il va dire, mais mademoiselle Congo, on avait fait ça. Ah, on avait fait ça vraiment. Donc, c'est important. Ce sont des notions liées à notre vie de tous les jours. Oui. Et lorsqu'on s'approprie ces notions, lorsque, par exemple, les enfants ont mangé à satiété à la maison, mais quelque chose passe, l'enfant est encore en train de pleurer, ça là, ça rentre dans l'utilité marginale. Marginale, ouais. Et il faut faire attention. Mais toi-même, tu dis que tu es en train de faire les affaires. Tu vends quelque chose et ta vente, ton chiffre d'affaires journalier, par exemple, c'est 1500 francs CFA. Ce qui fait, par exemple, 2-3 euros. 1500, 2000. Ouais. Et que, non, 2,50 €. Voilà. Et tu sais que de façon journalière, c'est ça là que tu vends. Et que pour le simple plaisir, amuse-gueule, tu cherches à utiliser 50 centimes par jour. Tu gagnes combien sur 2 euros? C'est ça le truc. Tu gagnes combien sur 2 euros? Et que tu prends Yahoo chaque jour parce que tu as vendu un peu, Yahoo, ça t'a plu, tu prends Yahoo. Pourquoi? Est-ce qu'en réalité, tu as besoin de Yahoo en ce moment-là? Si tu ne prends pas ça, là, tu vas mourir. Ou bien est-ce qu'en réalité, mais tu as gagné ce Yahoo-là? Non. Voilà. Là, c'est parce qu'on confond le chiffre d'affaires avec le bénéfice. Voilà. Ce qui veut dire que tu dis que tu es en train de faire affaire, mais mine de rien, le capital est fini. Et tu vas commencer à compter les doigts.
que l'activité ne marche pas. C'est toi-même qui ne marche C'est pas. vrai. Mais quand est-ce que l'utilité marginale est nulle? Parce que le coût me revient maintenant. Ça revient, Hein? on n'a pas, ça revient. Des fois, l'utilité marginale peut être nulle. L'utilité marginale est nulle lorsque le besoin est éteint complètement. Oui, c'est ça. Tu n'as plus le besoin là, ce n'est plus, tu n'as plus vraiment ce besoin. Mais il y a des gens qui se comportent comme des cochons. Le besoin est éteint, d'accord. Mais le fait que d'autres sont toujours en train de le faire, tu dis, oh, je vais t'accompagner un peu. Oui, c'est vrai. Et surtout en matière de boisson, c'est comme ça conduit les gens un peu, puis ils deviennent soulagés. C'est vrai. Alors, il faut conserver. Ah, c'est bien. Il faut classer, il faut comptabiliser les différents tracts d'entrée, d'argent et de dépenses. Ouais. Il faut ça. Et de sortie, oui. Oui. Et il faut les traces d'entrée, d'argent et de dépenses. Les dépenses sont les sorties. Et là, il faut prendre tout le temps des reçus, hein, parce que on peut oublier, quoi. Tout à fait. Et c'est important. Il faut accroître ses revenus. Donc, ce qui veut dire que tu dois faire l'effort de chercher à accroître ton revenu. Sinon, si le revenu est toujours stable, c'est pas bien. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pour ça aussi qu'il faut maximiser la méthode qui nous pousse à épargner. Oui, On peut épargner et investir. Ou bien, comme on a dit, chercher quelque chose encore pour augmenter le revenu. Voilà. Voilà. Donc, c'est important. Mais où sont les autres? Alors? Ils sont pas là. Ils sont là, il y a des gens qui dorment. Dorine est là. Chantal est là. Ah. Docteur Ben est là. Chantal? Oui, Chantal est là. Mais... Voilà. Oui, chef. Oui. Ne dormez pas, oh pardon. Il n'y a personne qui dort. Hein? On est là. On suit. Je vous suis. Parce que Ah, ça c'est bien. Ouais. Comme Soyez bénis. Merci. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, c'est pour ça que je ne les comprends pas. Il y a pasteur des fait gens du qui bon travail, prennent là. note d'arrache-pied. Oui. Ouais. Un très Soyez bon. bénis, vous êtes là, soyez bénis, 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 bénis. Le pasteur est toujours au top. Hein? Bien sûr, hein? Ouais. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on a grandi ensemble, donc je connais qu'il est. Il est au top des tops. Donc, Ah, ça c'est bien. ouais. Le grand Ben, on peut aller. Ouais. 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 C'est intéressant. On avance. Ouais. Amen. Alors, il y a des petits ruisseaux qui font de grandes rivières. Il faut que nous le sachions. C'est toujours comme ça. À l'instar de l'eau du robinet. D'ailleurs, lorsque tu prends le robinet et qu'il y a de fuite et ça tombe là, ta facture sera plus gonflée. C'est vrai. Bien salée. Donc, les robinets, les champs s'arrosent, tout ça là, il faut comprendre le langage de petits ruisseaux qui font de grandes rivières.
Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de me mettre à distinguer que ça là, ce n'est pas gros sous, donc on peut négliger. Non. Mais non, là, vous le prenez du côté des dépenses, ça. On peut le faire aussi de l'autre sens. Bien sûr. En épargnant petit à petit, on peut avoir Voilà. de grandes sommes aussi. Ouais. Voilà. Donc, puisque nous mettons plus l'accent sur les dépenses, parce que quand tu ne scènes pas correctement les dépenses, ça devient un problème. C'est vrai. Donc, l'eau, l'électricité, quand on ne gère pas bien ces choses-là, ça a des implications, beaucoup. Le téléphone, c'est une nécessité timing période. Les alimentations, il faut prospecter avant d'acheter. Achat gros paquet, achat saisonnier, tout ça là, il faut savoir. Il y a des choses que lorsque vous les achetez en gros, on gagne plus. Beaucoup même. Donc, on a besoin de comprendre cette assertion-là de petits ruisseaux font de grandes rivières et l'appliquer à mon comportement de tous les jours. Il faut accroître ses revenus. En plus du salaire, il faut avoir d'autres sources de revenus. Le monde actuel nous impose tellement de choses que si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu es cuit. Il faut chercher, même si tu as un salaire, il faut toujours militer en faveur de d'autres ressources, d'autres revenus. C'est pourquoi on parlera de comptes d'épargne, des achats, les achats d'actions. Vous savez ce qu'on appelle achat d'actions? Bien sûr. Achat d'obligations. Si tu sais que tu ne peux pas entreprendre, ton épargne, il faut alors penser à ce qu'on appelle achat des actions et achat des obligations. Mais ça aussi, il faut être dans le domaine. On ne se lève pas comme ça pour dire que je veux acheter des actions, je veux acheter des obligations. On charge sa banque de le faire pour soi. Révérend, pas seulement. Les gens ont fait confiance à leur banque, ils ont perdu leurs sous. Oui, oui. Il faut comprendre un peu, vraiment. Sinon, tu vas comprendre. Mais les gens ont acheté des actions après quelques mois, lorsque ça dépend aussi dans quel domaine. Il faut savoir dans quel domaine on peut investir maintenant. Voilà. Il y a ça aussi. C'est pas n'importe quelle action il faut acheter. Voilà. C'est pourquoi il y a au niveau de la banque, il y a des départements spécifiques qui gèrent cela. Mais ils ne sont pas sérieux des fois. Oui, ils ne sont pas sérieux parce qu'on va te flouer si toi-même tu ne comprends rien. C'est ça. Si tu ne sais pas, surtout les obligations. Ils te vendent ce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas. Ouais, ils te vendent ce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Non. Ce n'est pas eux qui... Ce n'est pas la banque qui vend. Les actions sont des sociétés
mobilières. Les actions, quand vous étudiez la chose, vous allez à la société de gestion des actions, vous allez d'abord vous éclairer là-bas et comprendre dans quel domaine vous voulez vous orienter. C'est après avoir compris que vous chargez votre banquier de vous l'acheter. Vous ne lui donnez pas carte blanche. C'est pourquoi quand vous ne vous connaissez pas en la matière, restez à l'écart. Il y a des actions qu'on appelle des titres de participation. Là, c'est carrément à long terme. Mais il y a des actions qui sont des trucs mobiliers qui peuvent s'effriter en un rien de temps ou qui peuvent te faire gagner en un rien de temps aussi. C'est carrément une étude. Rien de temps, c'est 50-50. Oui, oui. C'est une étude à part. Là, on peut parler de spéculation ou on peut parler d'investissement. Mais il faut se méfier de ce qu'on appelle spéculation. Mais c'est plus spéculation qu'investissement, hein, révérend. Oui, spéculation, c'est des actions à court terme. Quand tu choisis des actions à court terme, c'est toujours nécessairement spéculation. Mais des actions à long terme ne sont pas spéculation. Carrément, les obligations sont encore plus dangereuses. Si tu ne t'y connais pas, tu peux perdre énormément. Tout cela sont des... Lorsqu'on veut agir dans ces domaines, il faut alors s'adresser aux spécialistes, les gens qui sont dans le domaine pour te conseiller. Oui, des spécialistes pour avant de s'aventurer. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous informer comme ça et puis toi aussi tu dis que tu as l'argent, je vais acheter les actions, les obligations. Il faut faire attention. Jamais. C'est carrément un autre élément. Lors de Covid et autres là, vous allez voir les, comment on les appelle, les Dangote. Dangote et notre patron de Askai là. Gervais Jondo. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Hein? Ils ont perdu beaucoup d'argent. Hein? Gervais Jondo a perdu au-delà de 100 milliards. Hein? Dangote, on n'en parle pas. Mais c'est des gens qui raisonnent. Et là, pour ça, les entreprises, les actions, par exemple, les entreprises pharmaceutiques, ils ont fait beaucoup d'argent à cause du vaccin. Les gens qui ont acheté leurs actions, l'action, je veux dire, je ne sais pas, quelque chose qui coûtait 40 €, ça a augmenté, une action après, ça a coûté dans les 200 €. Les gens ont fait d'argent. Hein. Voilà. Les gens ont fait vraiment d'argent. J'ai regretté, je n'avais pas acheté. C'est pour ça qu'il faut être à la une des actions de court terme. Voilà. Il faut vraiment être à la... Il faut savoir ce qui se passe. Voilà. Pour en profiter. Il faut connaître les valeurs. Sinon, ce n'est pas la peine. Les valeurs mobilières, si tu ne connais rien, c'est pourquoi il y a des formations spécifiques pour ça. Il y a des formations spécifiques, rien que pour ça. Et il y a des spécialistes en la matière pour donner ces formations. Il ne faut pas tomber dans ça n'importe comment, mais il faut être bien informé. Il faut parler de la pratique d'une activité lucrative, comptable, compatible avec
son métier. On ne tombe pas dans n'importe quelle activité. Que l'activité soit compatible à ton métier, ce que tu sais faire. Alors, il faut être alors capable de contenir ses envies. C'est très capital. Il ne faut pas que des amis te traînent vers des envies démesurées. Il faut renoncer à des dépenses de prestige. Il faut être capable de gérer le futur. Et avoir un nouvel état d'esprit, économie, prévoyance, réflexion, maîtrise de soi, organisation, rentabilité, esprit d'entreprise. Un à un, là, les éléments, là, je ne peux pas finir les expliquer. Avaler ça comme ça. Lorsqu'on aura des questions, on va appeler. Voilà. Donc, après d'état d'esprit, quand on parle de l'économie, quand on parle de prévoyance, quand on parle de réflexion, quand on parle de maîtrise de soi, quand on parle de l'organisation, de la rentabilité, de l'esprit d'entreprise, tous ces éléments doivent être élucidés lorsqu'on veut être entrepreneur. Alors, je viens vers ces choses que j'ai seulement placées en faisant référence à ces éléments que je viens de citer. Contenir ses envies. Quelquefois, véhicule très cher là. Moi aussi, je suis, mes collègues, les amis ont pris ça. Moi aussi, je veux prendre. C'est des envies. Il faut contenir ces envies. Contenir envie des besoins, des boissons, par exemple. Il y a des gens qui construisent et qui, quand tu vois chez eux, c'est comme un bar. Il y a carrément une place où diverses boissons sont là. Mais ils remplissent les églises n'importe comment. Le prestige, c'est pas bien. Ça, c'est contenir ses envies en matière de boissons. Contenir ses envies en matière de fête. Il y a des gens qui fêtent trop. Tu vois la personne souffrir, mais quand on parle d'anniversaire, quand on parle de mariage, quand on parle de comment l'appelle, de libération, quand on parle de l'organisation de fête, quand tu vas voir ces personnes-là, ils peuvent aller même faire du crédit et venir fêter. Il faut contenir ses envies en matière de fête. Donc, j'ai mis là, en résumé, une bonne gestion du budget égale rigueur, égale discipline de vie. Alors qu'une vie disciplinée n'est pas privation. Privation et souffrance. Non. Mais lorsque tu prends ça comme étant de privation, tu prends ça comme étant de souffrance, c'est que ta vie même n'est pas disciplinée.
Alors, il faut que notre vie soit disciplinée. Il faut avoir des visions alors. Mhm. Je dessine comme ça une maison et je dis que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il faut que j'ai cette maison-là. C'est une vision. Mhm. C'est une vision et je travaille pour cette vision-là. Mhm. Une vision. C'est joli, hein? Vraiment. Vraiment. Mine de rien, tu vas voir qu'une telle maison n'est pas nécessairement une très grande fortune. Mhm. Mais c'est joli. Oui. Et enfin, avoir une vision. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer par un adage qui dit que quand tu as un projet d'1 an, sème du riz. Un projet de 10 ans, plante des arbres. Et un projet de 100 ans, forme des hommes. OK. C'est donc en espérant que chacun aura tiré un petit plus dans cette séance que je voudrais vous inviter tous à pratiquer le budget familial. God bless you. Amen. On va le faire. Amen. Amen. On a commencé, mais les imprévus rentrent à chaque fois. Je crois que je peux plus maîtriser le budget familial lorsque je serai reparti. Ici, je n'arrive pas. Voilà. Il y a trop d'imprévus. Ouais. Ici, tu es en déplacement. Comme en vacances. Mhm. Donc, les vacances, c'est difficile de cerner certaines choses et avoir de la rigueur. Donc, voilà. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Comment vous trouvez ce module-là? Très, très intéressant. Je voulais même qu'on revienne sur ça, mais lorsqu'on aurait fini, on va revenir sur ça encore. Voilà. C'est très important d'être dans cette logique-là. C'est difficile de le faire, d'accord, mais ce n'est pas impossible. C'est ça. Voilà. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est possible. Et c'est là où on dit we can. Yes, we can. Yeah. Donc, notre temps est déjà suffisamment même parti. Mais je dis merci à chacun. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pasteur, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, le grand Ben. Oui, on se rappelle. On se rappelle. Voilà. Oh, oui. On se rappelle. Porte-toi bien. Amen. Oui. Porte-toi bien et le reste, on dit Amen. Oui, exact. Tu as fait un très bon travail. Merci beaucoup. Oui, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Est-ce que Chantal s'est réveillée? Chantal. On ne dirait pas. Elle est KO, elle est partie. Elle est KO. Effectivement, ça fait trop nuit chez elle.
Ouais, elle est KO, elle est partie. Parce que ça doit faire minuit dépassé chez elle. Puisque chez elle, c'est plus 4. Mhm. Chez vous, chez Dorine, c'est plus 2. Oui, Oui, mais ça n'empêche pas que nous soyons aussi fatigués ici à Lomé, hein. Moi, je suis vraiment fatiguée. Tout à fait. Avec, ouais, avec c'est la le pluie là, dit. ce matin et Oui, après toi, tu es tout, faire les courses, ça fatigue vraiment. Chez Ben, c'est moins 5 ou bien c'est moins 4? Je crois qu'il est déjà parti. Ah. Donc, que le Seigneur nous aide et nous sommes ensemble. Portez-vous bien. Amen. Soyez bénis. Amen. Que sa grâce et Amen, son onction amen, amen. abondent sur votre vie et que la nuit, il y ait Amen. plus de révélations pour que demain, on se réveille Amen. pour se mettre dans notre bataille du matin. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen, papa. Bonne soirée. Bonne nuit sous la protection Merci, divine. merci, bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Ben, bonne soirée. Chantal, bonne soirée. Bonne soirée, Dorine. On se voit demain matin. Tout à fait. Oui, ma chérie. À demain matin. Dieu voulant. Soyez bénis. Amen, amen. Bye bye. Soyez bénis.